que tu vois là, c'était tous les territoires contrôlés par la France. On pouvait aussi l'appeler l'Empire français. Il a débuté dans le XVIe siècle et pris fin dans les années 60. Il est important de noter que le déclin de l'empire colonial français a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale où maintenir ces colonies l'impactait économiquement, sans oublier l'émergence du nationalisme dans ces pays. Mais il est très important de comprendre la philosophie derrière ce déclin. Certes, la Deuxième Guerre mondiale a affaibli la France, mais en relations internationales, le faible ne se fait plus respecter. Et depuis, la France a été un peu forcée à former des alliances pour survivre parmi les superpuissances. Charles de Gaulle avait comme ambition de maintenir la France comme une grande puissance mondiale et de ce fait qu'elle ne soit pas sous l'influence d'un autre pays et en particulier les États-Unis. On comprendra tout au long de cette vidéo pourquoi. Aujourd'hui, Paris se plaint que Washington ignore les intérêts français en agissant de manière unilatérale. Dans cette vidéo, on va parler de l'impact de ces alliances sur la France et que fait-elle pour sortir de cette emprise. Le 20 juin, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a confirmé la volonté de Macron de participer au prochain sommet des BRICS qui était prévu en août dernier à Johannesburg. Les BRICS, vous savez, ce groupement de pays émergents qui fait la une des médias en ce moment et qui représente 36% du PIB mondial. Vous allez bien évidemment vous dire, qu'est-ce qu'un pays membre du G7 et de l'OTAN viendrait faire dans un sommet de pays émergents? C'est ce que j'ai pensé au départ, mais faut considérer ça très ambitieux de la part de Macron. Le G7 et l'OTAN, deux organisations dirigées principalement par les États-Unis. Et les BRICS, organisation qui réunit deux des principales menaces par les États-Unis, la Russie et la Chine. Peut-être voulait-il envoyer un message à Washington? Eh bien, fort probable. Surtout qu'en avril dernier, à la suite d'une visite d'État à Pékin avec la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, il a appelé l'Europe à s'abstenir de suivre les États-Unis dans un conflit avec la Chine au sujet de Taïwan. Il a aussi ajouté que l'Europe devrait réduire sa dépendance au dollar et devenir la troisième superpuissance. Clairement, beaucoup de présidents de la 5e République étaient moins avenants à l'influence américaine dans la scène internationale. On peut citer Chirac quand la France s'est opposée à une intervention en Irak, ou bien Georges Pompidou qui a suivi la politique de son tuteur Charles de Gaulle. Maintenant, la question est plutôt de savoir est-ce que Macron réussira. Il a bien parlé de faire en sorte que la France ainsi que l'Union européenne dépendent moins du dollar américain. Bon, d'abord, il faut comprendre quel est l'impact d'une telle action. Le dollar américain est la devise de réserve mondiale dominante. Elle représente 59% dans le monde actuellement, contre 20% pour l'euro, qui est classé juste derrière. Mais c'est quand même 40% d'écart. Et ça permet aux États-Unis d'influencer le commerce international. Il est donc très compliqué pour les pays ciblés de contourner les sanctions américaines, comme ce qu'elle a pu faire à la Russie et à la Bélarus. Mais tiens, revenons aux BRICS. Une de leurs principales batailles est de réduire leur dépendance au dollar. Et la Chine étant la plus grande économie du groupe et leader non officiel, elle pousse pour que le yuan soit de plus en plus utilisé dans la scène internationale. Bien évidemment, les évolutions géopolitiques actuelles favorisent cela, même si on est loin d'une vraie menace pour l'hégémonie du dollar. Puisque, comme vous le voyez bien, le yuan chinois représente à peine 2,7% des réserves de change mondial contre 59% pour les États-Unis. Mais à vrai dire, ce qui commence à inquiéter les États-Unis, c'est de voir que la France, un de ses plus grands alliés, commence à privilégier les échanges en yuan avec la Chine. En mars dernier, Total Energy a complété sa première transaction de gaz naturel liquéfié en yuan avec un géant d'hydrocarbures chinois. Ou même CMA CGM qui signe en avril dernier une commande de 16 navires porte-conteneurs d'une valeur de 21 milliards de yuan, soit 3 milliards de dollars et pareil payé en yuan chinois. On verra sûrement d'autres deals en yuan dans le futur proche, puisque selon l'INSEE, la Chine est le deuxième plus grand exportateur en France derrière l'Allemagne, avec 78 milliards d'euros en 2022. Et la France étant le premier investisseur européen en Chine en termes de nombre d'entreprises. En ce qui concerne l'Union européenne, affaiblie par la guerre en Ukraine poussée par les intérêts des États-Unis, qu'on découvrira plus tard dans la vidéo, le président Xi Jinping a bien été clair sur son désir d'éviter que l'UE ne tombe davantage sous l'influence des États-Unis, alors que la Maison Blanche poursuit une politique bien assertive pour contrer la force géopolitique et militaire de la Chine, même si la guerre en Ukraine a renforcé l'alliance entre l'Europe et les États-Unis, a bouleversé le commerce mondial et revitalisé l'OTAN. Ce n'est pas bienvenu en Chine, qui considère encore Washington comme son ennemi stratégique. Et Pékin
commence à voir la France comme le partenaire naturel pour éviter les tensions entre l'UE et la Chine. Surtout depuis qu'Angela Merkel, son précédent favori, n'est plus la chancelière allemande. Est-ce une stratégie de diviser pour mieux régner de la part de Xi Jinping? Seul le temps nous le dira, mais pour le moment, on observe des tensions grandissantes entre la France et les États-Unis. Lors de sa dernière visite à Pékin en avril dernier, Macron déclare que l'Europe doit éviter d'être entraînée dans une éventuelle guerre entre la Chine et les États-Unis sur le Taïwan, afin d'éviter un scénario bien ukrainien où les États-Unis poussaient pour que l'UE fournisse un soutien militaire et financier suffisant au régime de Kiev. Une guerre qui a poussé l'Union européenne à réduire son exportation de gaz russe et malheureusement de dépendre du gaz naturel liquéfié américain. Une importation qui a augmenté de 143% en 2022. D'ailleurs, c'est un gaz qui coûte 30 à 40% plus cher que le gaz naturel. On peut très facilement déduire que ça a ruiné l'économie européenne, mais aussi celle de la France qui dépendait quand même de 20% du gaz russe. La France a bien compris qu'elle s'est mise dans une situation compliquée et a donc préféré réduire son soutien à l'Ukraine. Mais ce sentiment d'amertume, on peut appeler ça une humiliation, est survenu aussi pendant le mandat de Macron, a commencé en septembre 2021 quand le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé l'annulation du contrat avec Naval Group. La France et l'Australie ont signé un contrat en 2016 d'une valeur de 35 milliards d'euros pour acheter 12 sous-marins français. Selon le ministre australien de l'Industrie et la Défense de l'époque, c'était le plus gros contrat du monde dans son genre. L'objectif était de démarrer la fabrication de sous-marins en 2022 pour une première mise à l'eau en 2030. Et il était prévu qu'en France, 2800 emplois soient créés pour ce projet. Grosse joie en France et tout ce que vous voulez. Et ben devinez quoi, ce contrat du siècle de Naval Group tombe à l'eau. Mais cette perte de contrat par la France a pu en faire sourire certains. À votre avis, qui est le plus grand gagnant? Mais bien évidemment les États-Unis. En mars 2021, l'Australie a annoncé la nouvelle. Ça sera les États-Unis et le Royaume-Uni qui fourniront à l'Australie ses premiers sous-marins nucléaires de technologie américaine. Encore plus humiliant, la discussion a eu lieu entre Boris Johnson, Joe Biden et Morrison, le président australien, lors du sommet du G7 en Angleterre, sans que Macron soit au courant, alors qu'il était dans la même salle. Cette décision entre les trois pays sera suivie quelques mois après par la signature d'une alliance militaire qui s'appellera AUKUS, dont le but est de contrer l'expansionnisme chinois dans l'Indo-Pacifique. Mais traditionnellement, les États-Unis ont toujours refusé de partager leur expertise en nucléaire, sauf avec le Royaume-Uni. Et là, c'était l'occasion d'arracher ce gros contrat à la France et de renforcer son alliance dans cette zone géographique contre une menace chinoise. Bon, vous voyez, tout ça a nourri une certaine révolte chez les Français. Bon, revenons en 2023, la France a demandé à être invitée au sommet des BRICS. Est-ce qu'on voit ici une volonté de la France de rejoindre les BRICS ou juste un rapprochement avec les puissances émergentes? Je vous laisse répondre en commentaire, mais ce qui est clair, c'est que la France envoie un message très fort sur sa position politique. La France est prête à travailler avec des pays ayant des systèmes politiques et économiques différents pour promouvoir ses intérêts. Malgré ça, cela n'a pas empêché les BRICS de refuser la demande de participation du président Macron en août dernier. Et pour être totalement honnête avec vous, je m'y attendais, et pour des raisons totalement évidentes. Bien que la France noue désormais de relations solides avec la Chine, elle n'est pas seule décideur, même si c'est la plus grande puissance économique au sein du groupe. Toute décision d'invitation ou d'adhésion doit recevoir l'appui unanime de tous les membres existants des BRICS. Ensuite, quand vous voyez toutes les sanctions qui sont abattues sur la Russie et le soutien militaire en Ukraine, Poutine n'allait pas faire un câlin à Macron et lui souhaiter la bienvenue. Faut rester réaliste. Et oui, clairement, les BRICS sont considérés comme un contrepoids à l'Occident. Et la France en est membre. Rejoindre les BRICS pourrait être vu comme un signe que la France se détache de l'Occident, ce qui pourrait avoir des implications pour sa relation avec l'OTAN et les G7. Mais surtout la France est un pays développé, les intérêts de la France ne seront pas toujours alignés avec des pays émergents. Et ça pourrait créer des tensions, comme ce qui s'est passé avec la Russie qui s'est fait virer par le G7, car ça violait les principes sur lesquels le système international est construit. Et c'était suite à l'annexion de la Crimée par la Russie. Mais admettons que les pays du BRICS décident d'inclure la France dans leur groupement. Ils peuvent tirer des avantages commerciaux mais aussi politiques, puisque cela va nuire à ses relations avec ses alliés de longue date comme le G7 et l'OTAN. Objectif qui a été longuement vocalisé par la Chine
et la Russie. À vrai dire, la France a commencé ces dernières années à renforcer petit à petit ses liens avec les pays du BRICS. Si on prend comme exemple un commerce stratégique comme le commerce des armes, eh bien, selon le média d'investigation Disclose, la France a vendu pour 152 millions d'euros d'équipements militaires à la Russie entre 2015 et 2020, qui place la France loin devant ses voisins européens. Et plus récemment, en 2021, la France a délivré des licences d'exportation pour un montant de 6,7 millions d'euros, principalement des équipements Thales. Sans oublier qu'un autre membre des BRICS très important qui est l'Inde a choisi la France pour être son plus grand fournisseur d'armes, détrônant les États-Unis. Et ça représente 30% de ses importations de défense. Bon, là on a cité les 3 pays les plus puissants des BRICS, des pays que la France n'a jamais nié vouloir approfondir les relations diplomatiques. Et pour ne pas snobber les autres pays, surtout les nouveaux membres, que ce soit l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Argentine, l'Éthiopie et l'Égypte ou l'Iran, eh bien ils contrôlent 48% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Et je ne vous dis pas si la demande d'adhésion du Venezuela est acceptée, eh bien le contrôle du groupe en pétrole augmentera à environ 65%, ce qui est énorme. Le contrôle du gaz naturel quant à lui est de plus de 50%, sans parler des métaux rares tels que le lithium, le manganèse et le graphite, des métaux essentiels à l'industrie aéronautique, militaire, automobile et la liste est longue. Mais ce sont des industries quand même très stratégique pour les pays de l'Occident, où les pays du BRICS+, détiennent aussi de grosses réserves. Bon, vous vous doutez bien d'un monopole des ressources naturelles bien prononcé des BRICS+, qui se prépare. D'ailleurs, entre parenthèses, si ces pays décident de dédollariser ces échanges, ça sera une catastrophe pour les États-Unis, comme vous pouvez le deviner. Mais en vue des enjeux politiques en Europe actuellement, la France est plus partante de coopérer avec les pays du BRICS pour satisfaire ses besoins en énergie. Certes, la France est historiquement un des plus grands alliés des États-Unis, mais comme Henry Kissinger, le fameux secrétaire d'État des États-Unis, avait dit, celui qui contrôle l'approvisionnement alimentaire contrôle les personnes, et celui qui contrôle l'énergie peut contrôler des continents entiers, et celui qui contrôle l'argent peut contrôler le monde. D'un côté, les pays des BRICS contrôlent les énergies et les commodités, et d'un autre côté, les États-Unis qui contrôlent l'argent avec le dollar. Et au centre, on a une France qui a toujours choisi d'agir indépendamment des grandes puissances, de montrer qu'elle reste insensible face à la pression. Surtout que là, clairement, on se dirige vers une guerre froide. Nous sommes au premier jour d'un nouveau monde multipolaire, une compétition entre une grande superpuissance et une superpuissance montante. Pour l'instant, je pense que nous verrons que les pays ne choisiront pas rapidement un camp. Au lieu de cela, ils joueront ces deux grandes puissances l'une contre l'autre pour obtenir le meilleur accord pour leur pays. Je ne suis pas sûr de combien de temps ils auront pour faire cela, alors que les tensions s'accentuent et le temps monte pour choisir un camp. Mais ce qui est sûr, c'est que nous entrons dans des terrains inexploités. Mais j'aimerais bien voir vos avis en commentaire. Est-ce que vous penchez plus vers une alliance avec les BRICS ou une France renforcer plus ses relations avec les États-Unis ?